C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le président de la Confédération démocratique du travail. Ce n'est pas pour la première fois qu'il passe dans votre magazine. Lui, c'est Guy Koukou. Il est également président de l'intersyndicale du Congo. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité sociale et autres sujets d'actualité. Monsieur Guy Koukou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça se passe très bien. Et comment se porte la CDT? La CDT va au rythme du pays. C'est-à-dire qu'on se bat dans cette conjoncture. Comme vous le savez, nous sommes dans une conjoncture caractérisée par la pandémie du Covid. Et donc, il y a la crise au niveau du pays, il y a la crise au niveau social. Donc, la situation n'est pas reluisante. Je ne peux pas dire que ça va très bien. C'est nous parce que nous sommes la voix des travailleurs, nous représentons les travailleurs qui sont en train de souffrir avec les conditions de vie actuellement en vue dans notre pays. Vous avez parlé de la Covid-19. Aujourd'hui, la RDC vit avec cette pandémie. Le coordonnateur du comité de riposte contre cette pandémie, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a alerté pour dire que d'ici là, si on ne respecte pas les gestes barrières, si la population congolaise ne se fait pas vacciner, la RDC va vivre la 4e vague de la Covid-19. Comment trouvez-vous cette alerte? Bon, c'est un spécialiste, je ne suis pas du domaine, je ne sais pas donner une appréciation conséquente, mais tout ce que nous recommandons aux gens, c'est de se protéger et d'adopter les attitudes de manière à respecter les mesures barrières pour empêcher la propagation de cette mesure-là. Mais au-delà de cette recommandation, il faut les conditions de travail et les conditions de vie. Ça ne suffit pas. Parfois, on demande aux gens de respecter certaines mesures, mais on ne leur donne pas les moyens de respecter ces mesures-là. Parce que les gens qui ne mangent pas, vous ne pouvez pas demander aux gens qui ont dormi affamés pour dire ne soyez pas dans ces conditions. Et même les mesures barrières, parfois, il faut avoir un peu de moyens pour les respecter. Par exemple, acheter les masques. Ça ne se donne pas gratuitement, Madame Noëlla. Vous savez, dans certains pays, on les distribue, on donne aux gens. Ça ne se donne pas. Laver les mains avec du savon, ça s'achète. Acheter comment on dit, les désinfectants. Les désinfectants et tout ce que vous voulez, sans l'argent. Ce sont des moyens. Sans l'argent, vous n'allez pas. Ça sera un vœu pieux, mais ça ne va pas arriver. Vous êtes syndicaliste. Est-ce que dans le secteur informel, on arrive facilement à respecter le geste barrière? Non, c'est difficile, comme je vous ai dit. Mon syndicat, d'ailleurs, en partenariat avec le BIT, nous avons fait, par exemple, dans la ville de Kinshasa, à Matadi, la sensibilisation dans les grands marchés, avec les vendeurs ambulants, tout ça. Mais c'est comme je vous ai dit, une chose est de sensibiliser. Mais comme on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Dites-moi comment voulez-vous, Noëlla, quelqu'un vous dit portez votre masque. Et vous savez que même les masques eux-mêmes, et ça on ne les dit pas trop, sont porteurs de certaines maladies. Et il y a un certain délai pour les porter. Il y a des gens, les masques là normalement en papier, comment on dit, un peu bleu, blanc. Oui, le masque médical, si on peut le dire comme ça. Oui, ce masque-là, il y a des masques à usage unique. Voilà, usage unique. Et même dans la journée, il ne faut pas les porter toute la journée. Il faut les porter 2 heures. Mais malheureusement, le constat est que les Congolais partent cela toute la journée. Non seulement pour toute la journée, même toute la semaine. Toute la semaine. Et vous voyez, ça devient encore plus grave. Mais donc on lutte contre une maladie, mais on crée une autre maladie. Et on crée d'autres maladies. Et c'est l'effet de la pauvreté. Vous allez demander, dites-moi, les fonctionnaires, on les paye 80 000 francs, ou 100 000 francs, 150 000 francs. Déjà, pour manger, il ne peut pas manger avec ça, il ne peut pas nourrir le bout du mois. Avec ça, il ne peut pas payer les transports du mois. Avec ça, avec ces embouteillages qu'il y a ces derniers temps. Ils ne peuvent rien faire avec. Insuffisant déjà. Maintenant, ça c'est celui qui a au moins 100 000 ou 150 000 de
des salaires, mais ceux qui sont dans l'informel, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui n'a rien, il se lève le matin, il n'a même pas 1000 francs. Vous dites porter les masques, c'est vrai. C'est comme on a dit ici, il y a des moments où on arrête les gens qui n'ont pas de masques, tout ça. Mais ce sont des décisions. Au regard de ce que vous êtes en train de dire, M. Guy Coucou, Monsieur Guy Coucou, au regard de ce que vous venez de dire, on peut directement dire que les syndicalistes ne sont pas satisfaits de la gestion de la Covid-19 par le gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord. À la place, qu'est-ce qui devrait être fait? À la place, Madame Noëlla, ce qui s'était fait dans le monde entier, les gouvernements responsables ont distribué les masques. Non seulement ça, dans beaucoup de pays, ici en Afrique, les gouvernements suppléaient, comme on disait, les ménages. C'est-à-dire que dans les salaires, que ce soit en Europe ou en Afrique, il y avait, aux États-Unis d'ailleurs, il y avait des allègements qu'on faisait pour les travailleurs. On dit, pour les impôts, par exemple, 2-3 mois, non, ils n'ont pas payé les impôts. Ou dans et il y a l'hyper ici, non? Le gouvernement est suspendu. Non, il avait suspendu où? Il avait suspendu où? D'abord, l'hyper là est sur combien? L'hyper sur 100 000 francs, sur 80 000 francs, c'est quoi au juste? Ça n'aide personne. Continuez avec votre idée. Et donc, et ça c'était, l'injustice était tellement flagrante que on a suspendu ça seulement chez les fonctionnaires. Dans le secteur privé, on a continué à prendre les impôts comme on l'a toujours fait. Donc l'État n'a pas compati avec les agents du secteur privé. Avec les travailleurs du secteur privé. L'État n'a pas même contrôlé. L'État a seulement pris des mesures, il demande aux gens de respecter les mesures barrières, il n'y a pas de contrôle. Peut-on dire que l'État congolais est démissionnaire dans la gestion de la Covid-19? Qu'est-ce que l'État fait? Aller dans les hôpitaux, demander au personnel de santé d'abord, le personnel soignant. Aujourd'hui, madame, priez que vous ne tombez pas malade de Covid. Si on vous amène dans un centre, ce qui s'est fait pour la plupart des temps, c'est qu'on vous amène, dès qu'on dit Covid, même l'infirmière refuse de vous toucher. Vous avez des preuves? On ne vous prend pas, mais vous êtes de la presse, madame. Président, ça ce sont des affirmations gratuites, on dirait. Madame, j'ai dit, vous êtes vous de la presse. Et la presse d'investigation. Mais vous vivez avec les gens. Madame Noëlla, vous ne venez pas du ciel. Donc même si vous êtes à la Gombe ici, je pense que vous allez partout. Vous voyez comment l'environnement, dans quel environnement vous trouvez que les gens sont en mesure de respecter ça. Deuxièmement, dans tous les pays, il y avait des comités qu'on faisait. Dans ces comités-là, il y a les représentants des travailleurs. Parce que les milieux qui sont les plus affectés, ce sont les milieux de travail. Les travailleurs. Dans les milieux de travail, il y a la concentration. Vous venez, vous entrez dans un bureau. Bon, au marché, c'est la même chose, mais au moins, il y a l'air qui passe. Mais quand vous entrez dans les entreprises, dans des bureaux, vous êtes cloisonné dans un bureau. Vous courez beaucoup de risques de contracter la maladie. Vous partagez les mêmes oxygènes qui sortent de mon nez, ça va dans les vôtres et ainsi de suite. Et là, dans d'autres pays, on a pris des mesures spéciales. Il y avait des comités, les représentants des travailleurs étaient toujours là dans des comités sectoriels. Et la différence ici chez nous, on a nommé des gens dans des comités ici. On n'a pas tenu compte des travailleurs. Il n'y a pas eu de représentants des travailleurs. De telle sorte que les décisions qu'ils prennent sont des décisions bureaucratiques dans les bureaux de l'État, qui ne tiennent pas compte des réalités dans les usines, qui ne tiennent pas compte des réalités dans les entreprises, ça ne tient pas compte. Dans certaines entreprises jusqu'à aujourd'hui, vous allez, on a mis juste un seau, il n'y a pas de savon à côté. On a même parfois... Généralement, aujourd'hui, il y a des seaux, il n'y a pas d'eau, personne ne s'en occupe même, et puis même... On voit ça dans des supermarchés, président. Il y a des seaux, et parfois quand vous entrez, on ne vous exige même pas de laver les mains. Est-ce que c'est pour dire que les Congolais n'ont pas encore pris conscience qu'il y a réellement la Covid-19? Non, ce n'est pas qu'on n'a pas pris conscience. Je vous ai dit d'une part, il y a faute de moyens. Deuxième part, il n'y a pas de suivi du gouvernement. Il n'y a pas de suivi. Et une décision publique, quand on prend des mesures, l'État ne peut pas prendre des mesures à la radio, à la télévision. On a publié, on dit oui, on a pris des mesures. Ce n'est pas ça les mesures. Qu'est-ce que l'État devait faire? Ce que l'État devait faire sur terrain. On prend ce qu'on dit, les mesures
d'exécution. C'est-à-dire, qui sont chargés d'exécuter? La police. Quand vous prenez, non, la police, justement, c'est encore une aberration. La police on n'a pas formé la police pour la surveillance de Covid. On ne peut pas improviser des choses comme on a fait ici, la police. Non, attendez, les policiers là eux-mêmes, vous voyez comment ils se promènent. Et les policiers, mais ce sont les plus exposés, les plus malheureux aussi, quand vous les regardez. Les policiers n'ont pas été formés pour la gestion du Covid. Il y a des personnes qu'on doit former. Dans les entreprises, je dis dans d'autres pays, on a formé des gens. Les représentants du travail doivent être formés. Dans l'usine, il y a des gens qu'on forme pour veiller à sensibiliser les autres, pour veiller dans les unes et des équipes, même dans les équipes, il y a des gens qui sont formés pour rappeler aux autres à respecter toutes ces mesures. Et ainsi de suite, la chaîne continue. Mais les policiers se promènent dans la rue. Depuis que vous vous prenez dans une entreprise, vous avez déjà vu un policier là-bas? Non. Et quelle est la réponse? Quelle est la réponse qui a été réservée à votre demande, Président? C'est comme toujours, sans suite. Sans suite. Il n'y a pas eu de réponse. Et il n'y a pas un plan B pour faire entendre votre voix? Mais un plan B, c'est quoi, madame? Un plan B, ça, ce sont des mesures pratiques. On doit les prendre. Il n'y a pas de plan B pour ça. Si on ne les prend pas. Et on a aujourd'hui le gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaille dans la logique le peuple d'abord. Hein? Oui, mais le peuple d'abord, encore une fois, c'est dans leur bureau. Le discours. Sur terrain, le peuple d'abord, c'est quoi sur terrain? C'est-à-dire que votre voix devait quand même trouver une réponse favorable auprès des autorités. Parce que là, c'est ça. C'est une vision. Le peuple d'abord, c'est une vision. Mais pour matérialiser cette vision, madame, il y a le travail qui doit se faire. Il y a des équipes qu'on doit constituer. Il y a des rapprochements qu'on doit faire. Une institution avec d'autres institutions. Une structure avec d'autres structures. Parce que le travail part toujours du point A pour arriver au point B ou au point C. Donc ça commence toujours, votre travail, vous voyez, vous êtes journaliste, vous avez quitté vos bureaux. Vous êtes maintenant dans les miens. C'est un travail, c'est-à-dire on communique. Et quand vous allez finir ici, vous allez délivrer votre travail. Donc, vous quittez un point A pour un point B, un point C, pour arriver au point final. Il y a plusieurs sujets d'actualité, les temps risquent de nous faire défaut. Vous l'aviez certainement suivi de près en tant que président de travailleurs de la RDC, le bras de fer entre le gouvernement et la FEC autour de produits surgelés. Quelle est votre analyse de cette situation? Bon, l'analyse personnelle est que le gouvernement voulait la baisse des prix des produits de première nécessité et que au niveau de la FEC, ils sont en train de résister, en train de refuser. Mais comme nous avons toujours dit, un pays a une politique. Et les personnes qui viennent dans un pays viennent s'inscrire dans la logique d'une politique à exécuter. Le fait que les gouvernements prennent des mesures et que les opérateurs économiques, qui sont des citoyens, refusent de les appliquer et qu'il en soit ainsi, madame, il y a un problème dans les chefs de nos dirigeants. Soit ils sont dirigeants, soit ils ne le sont pas. Soit ils ont pris des mesures après avoir réfléchi, soit ils n'ont pas réfléchi avant de les prendre. C'est des deux choses. Et s'ils ont réfléchi, ça s'appelle exécution. Et si quelqu'un n'obéit pas à ça, ça ne s'arrête pas comme ça. Un bras de fer avec l'État congolais. On ne fait pas de bras de fer avec un gouvernement. Ça n'existe pas, madame, dans le monde entier. En RDC, ça existe. Je dis, vous allez en France, vous êtes un citoyen. Parce que ces gens qui réfléchissent sont connus. On vous dit, vous travaillez, voici les conditions de travail. Vous acceptez, oui, vous restez. Vous ne voulez pas, vous quittez, vous partez. C'est clair. Et ce n'est pas le cas au Congo. Ce n'est pas le cas au Congo. Quelqu'un dit, je n'applique pas, il dit aussi, je ne pars pas. Et le Congo est en train de supplier maintenant, demander, de maintenant là. Le gouvernement à genoux, en train de s'annuyer, de se plier, de reconvoquer. Bon, réservez, épargnez-moi, madame, de mettre des commentaires. Monsieur Guy Koko, aujourd'hui, certaines personnes s'élèvent pour dire que l'État congolais devrait se passer de ces personnes, acheter une grande quantité des produits surgelés et lancer dans le marché. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Absolument, madame Noëlla. Vous savez, d'abord, le vrai problème, c'est quoi?
Qui sont ces opérateurs? Ils sont bien connus. Pour la plupart des expatriés. Sont des étrangers. Est-ce qu'un étranger... Ils viennent faire la loi dans un pays. Il vient, il a quitté son pays. Dans son pays, ces opérateurs-là, dans leur pays, ils respectent la loi. Si c'était leur gouvernement qui aurait dit, ils auraient obéi. Mais ici, ils savent, ils ont ces autorités dans les poches. Ici, ils savent que ces gens ne leur feront rien. Et la preuve est là, on ne leur a rien fait. Madame, on leur a rien. Vous trouvez normal, vous êtes une autorité. Vous décidez, il y a un sujet qui dit, non, il ne le fait pas. Et puis, c'est fini. Même les enfants, même vous existez encore par quoi? Parce qu'on appelle ça la force publique. Un gouvernement a la puissance publique, a la force des contraintes, c'est-à-dire des grés ou des forces. Quand il y a une mesure qui sort, des grés ou les forces, on l'applique. Messieurs, vous voulez travailler ici à RDC? Oui, c'est ça. Vous ne voulez pas... On vous donne un délai, on dit, vous ne voulez pas appliquer 48 heures, fermez vos effets, allez-y, allez... Ce n'est pas le cas au Congo. Ce n'est pas le cas au Congo. Alors, vous allez dire, ce gouvernement-là se tue lui-même, s'altère lui-même, se mousse, disparaît par lui-même. Est-ce que le gouvernement de Warrior, le gouvernement de Warrior vient de montrer ses limites? Mais, madame, les faits parlent d'eux-mêmes. Ne cherchez pas mes mots. Jugeons les faits. Les faits sont tels qu'ils ont, c'est eux qui ont décidé. Personne n'a demandé au gouvernement de baisser les prix. Non. Ils ont dit, on fait l'étude, les ministres de l'économie, les ministres des finances et tout. Il y a eu des commissions. Ils ont travaillé. Et ils ont pris des mesures comme un gouvernement, c'est-à-dire comme une puissance publique. Et puis quand on dit qu'on ne les obéit pas après, et puis tout le monde constate que les gens qui n'ont pas obéi sont plus forts que les gens qui décident. Alors, madame, j'ai dit, moi, je ne perdrai pas mon temps à tourner là-dessus. Je tire ma conclusion, si vous n'avez pas la vôtre, mais en tout cas, moi, j'ai ma conclusion. C'est tout. Madame, monsieur, c'est votre émission de développement. Le développement de la République, c'est lorsque les pays va bien. Donc, c'est-à-dire que le tout émane des élections et nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de la situation actuelle entre les confessions religieuses. Parce que c'est bien lorsque les élections sont libres, transparentes et apaisées que facilement les personnes qui seront élues vont travailler pour le développement de la RDC. Monsieur Guy Coucou, vous êtes président de la CDT. Vous suivez de près la situation entre les confessions religieuses, membres de la plateforme de confessions religieuses, autour de la désignation du président de la centrale électorale nationale indépendante. Quelle leçon tirer de cette situation? Pas de consensus trouvé entre les pères des églises qui étaient censés prêcher par l'exemple. Oui, Noëlla, nous nous connaissons. Dans ce pays, nous nous connaissons. Même les églises en question, on se connaît. Dans les réseaux sociaux d'ASR, vous lisez les commentaires dans tous les sens. Je crois que l'erreur d'abord vient de la loi. Et cette loi-là, nous, les syndicats, depuis 2014, 2015, 2016, nous n'avons cessé de crier, d'écrire, de demander, on doit changer cette loi. On ne peut pas, dans la société civile, faire une sélection et qui sélectionne les politiques, sélectionne les gens qui ont droit, alors que la société civile est définie dans les accords cadres de Addis Abeba. Il y a des organisations, il y a des syndicats. Les confessions religieuses et les autres. On exclut, on dit, on donne les confessions et on ne donne pas les raisons pour lesquelles, pourquoi seulement les confessions religieuses. Et parce que l'église au milieu du village. Quelle église qui est au milieu du village? L'église n'allait pas se retrouver ni dans l'opposition ni dans le pouvoir. C'est pourquoi cette confiance. Donnez-moi le nom de l'église que vous connaissez ici, dans ce pays, au milieu du village. Votre église. Hein? Votre église. Mon église, c'est laquelle? Non, Noëlla, il ne faut pas... Non, nous rions un peu, mais Noël, on connaît. On connaît l'église catholique. On connaît l'église protestante. On connaît l'église kimbaniste. Même les acteurs, on connaît. Nous sommes tous... Ils se retrouvent dans un camp. Ils sont toujours... Ils roulent selon des intérêts.
Ah, les pères des églises rouges. Les églises ici. Mais vous n'avez pas suivi. Si vous n'avez pas suivi, je peux vous envoyer. Denis Lessi a déclaré, le pasteur Denis Lessi, il est des confessions religieuses. Il a dit de tout temps, depuis le temps de Kabila, nous, les confessions religieuses, la personne qu'on désigne, nous ne savons pas d'où il vient. C'est Denis Lessi qui a déclaré. Si vous n'avez pas la vidéo, je vous renvoie ça. Ce n'est qu'une vidéo. Ils adoptent, on les ramène, des gens. Quand ils se retrouvent dans la salle, on leur dit, vous prenez cette personne, c'est cette personne que vous mettez. C'est Denis Lessi, je cite son nom, je cite dans votre émission, vous pouvez l'appeler, il peut réagir. J'ai la vidéo. Donc, toutes ces confessions, tout ce qu'il raconte là, parce que ce qui est grave, regardez madame, on dit que ce sont les confessions religieuses qui doivent désigner. Mais pour désigner, ce ne sont pas, ils ne prennent pas les gens de l'église, de leur église, non. Ils adoptent des gens. C'est-à-dire, comme vous êtes là, Madame Noëlla, si pour une raison ou une autre, une église, ou bien quelqu'un vous propose, on dit c'est Madame Noëlla, on dit à l'église, on dit à telle église, prend la candidature, amène, cette église amènera, arrivera. Ça, ce sont des graves révélations que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas des graves, c'est la vérité. Bref, prenons le premier cycle. Avec Malou Malou, Abbé Malou Malou, était de l'église catholique. L'église catholique a nié, dit non, pas lui. Il n'est pas de nous. Ça devait être les candidats de l'église catholique, parce qu'il est de l'église catholique. Mais l'église catholique avait refusé. Mais on l'a imposé. On l'a imposé. On l'a imposé. Ah, le régime de ce temps-là. Le régime sortant, parce qu'il y avait quelqu'un, et d'ailleurs la personne qui l'avait recommandé n'était même pas catholique. Il était protestant. Et on l'a recommandé auprès de l'ancien chef de l'État. Et l'ancien chef de l'État a négocié pour qu'on adopte. Et une église l'a adopté. C'est lui qu'on a présenté. Et c'est comme ça. Dites-moi. Donc aujourd'hui, le pouvoir de l'État de droit revient sur les anciennes. Il était de l'église catholique, Malou Malou. Il était proche du président, de l'ancien président. C'est connu de tous. Bon, aujourd'hui, or nous, chez nous les syndicats, la société civile, quand on dit la société civile, la personne doit sortir des rangs de la société civile. Si on dit que c'est les syndicats, la personne doit sortir des rangs du syndicat, du syndicalisme, parce qu'il nous représente et il engage notre honneur, il engage nos organisations. Nous devons chercher les meilleurs de nous-mêmes pour que la crédibilité des organisations. Et surtout qu'aujourd'hui, on a des syndicats de gauche et droite, syndicats, opposition et pouvoir. Monsieur Guy Coucou, est-ce que vous êtes en train de demander indirectement qu'on confie aux syndicats, cette fois-ci, la centrale électorale? Mais nous les demandons depuis longtemps, Madame Noëlla, vous ne m'entendez pas ou quoi? Je dis depuis 2014, nous avions dit il faut donner aux syndicats. Demandez-moi pourquoi les syndicats. Pourquoi? Les syndicats, ce n'est pas une demande que je fais parce qu'il faut aussi les syndicats. Non. Parce que les syndicats vivent, naissent et pratiquent les élections. Les syndicats ne vivent que, ils connaissent ce qu'on appelle les élections. Ils font des élections. Ils pratiquent des élections. Ils nagent dans les élections. On publie les résultats des élections. On connaît les Quelle garantie que les syndicats ne reviendront pas sur des anciennes pratiques? Ne seront pas dans des poches du régime en place? Non, ce n'est pas un problème de garantie, madame. C'est un problème des principes. Je dis si les principes. Les mêmes syndicats que nous avons vus dans des poches des autres régimes, des politiciens. Maintenant, les églises sont dans des poches. Qu'est-ce que vous en dites? Les églises. Qui ne sera pas dans la poche de qui ne sera vous voulez la gestion pour être dans la poche d'un camp? Non, pas du tout. Parce que vous savez que les organisations syndicales, déjà, nous négocions avec le pouvoir. Nous contestons certaines choses que le pouvoir fait. Nous mais au moins vous négociez. Vous allez également négocier. Non, nous négocions. Quand je dis négocier, on négocie les salaires avec le pouvoir. On négocie les salaires de l'administration, les SMI. Nous négocions. Nous négocions avec ça. Et on avance, on conteste. Il y a des grèves que nous faisons quand on n'est pas d'accord. Et un syndicaliste, ce n'est pas dans tous les pays du monde. On confie ça généralement au syndicat. Dans tous les pays. Et l'esprit des syndicats, ce n'est pas comme l'esprit des religieux. À l'église, c'est Amen. Hein?
Les prêtres, les pasteurs a dit, on dit Amen. Ce n'est pas au syndicat. Au syndicat, c'est la contestation. Tout part, la base de tout au syndicat, c'est la contestation. C'est ça la base. C'est pas Amen comme à l'église. Il n'y a pas d'Amen au syndicat. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas clair, c'est pas clair. Et même les plus petits se lèvera pour vous dire, pour vous parler, vous qui êtes au sommet. Au syndicat, c'est comme ça. Ce n'est pas la même chose à l'église. À l'église, quel est qui va contester son pasteur? C'est qui? Mais nous, au syndicat, même un affilié d'un Banzangongo va me contester, moi qui suis ici. C'est pas fait. Ça, c'est l'esprit syndical. Et c'est connu. C'est pour cela que je dis dans le monde entier, si vous suivez, les meilleurs acteurs qu'on a eu, ce sont les acteurs syndicaux. Je ne parle pas des petits syndicats d'entreprise. Quand je dis syndicat, je dis des structures. Comme la CDT. Des structures qui encadrent. Quand vous parlez de syndicats de gauche à droite, non. Au Congo, il y a les 4 organisations traditionnelles, c'est-à-dire qui ont navigué, qui ont une pérennité, qui ont fait des preuves. Ce sont lesquelles? Et quelles organisations? Je ne vais pas faire leur publicité, mais en tout cas, je peux parler de la CDT et parmi ces organisations-là. C'est-à-dire des gens, nous avons commencé nos contestations depuis Mobutu, depuis Kabila Père, depuis Kabila Fils, jusqu'au moment ici. Il y a d'autres syndicats, vous connaissez, il y a UNTC. Voilà, monsieur Guékoukou, c'est complètement fini avec ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir et qui vous laisse sur votre soif. Mais une dernière question, est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui encore le développement de la RDC? On doit espérer, madame. Ce qui se passe ici, ce sont des... Certaines personnes se sont fatiguées. Non, justement, on ne peut pas se fatiguer. Bon, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas de mon école. Dans l'école syndicale qui est la mienne, on dit la lutte continue. Donc, on ne peut pas se fatiguer tant qu'on n'a pas atteint un objectif. Et personne ne peut. Vous aurez des adversaires, vous aurez des obstacles, vous aurez des... Le Congo sortira. Madame, moi j'y crois. Le Congo sortira. Nous sortirons. Ce qu'on est en train de passer, c'est un moment difficile. Mais le problème est que il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi. Parce que les difficultés que le Congo traverse... Visiblement, avec ce qui se passe maintenant, les élections en 2023 sont hypothétiques. Oui, non, pas hypothétiques. Les élections sont là. C'est comme je dis, il y a un pouvoir. Il y a déjà un glissement. C'est vers un glissement déjà. Oui, il y a des gens qui préparent un glissement, qui vont mettre dans les comptes du pouvoir. Ils vont mettre dans les comptes du pouvoir. Mais c'est comme quelqu'un qui crée une tombe. Ce sont des églises attendez, qui n'ont pas respecté leur calendrier. Madame, vous avez vos mots, j'ai les miens. J'ai dit, il y a quelqu'un sur le chemin, il met un trou et puis il couvre avec des feuilles pour dire que quand tu vas passer, tu vas marcher, tu vas tomber dedans. Mais la cage alerte déjà pour dire que s'il y a un glissement, les responsables sont les églises. Tout à fait, mais c'est eux qui doivent désigner. S'ils n'ont pas désigné, on va donner la faute à qui? Et ça profite à qui? Ça peut profiter au pouvoir actuel. Et après, ils vont reprocher ce pouvoir-là de n'avoir pas fait, alors que ce serait eux qui ont été les béquilles de ces glissements. C'est eux qui auraient été les escaliers de ces glissements. Est-ce que nous sommes responsables lorsque nous savons que ce que nous faisons ici nous amène à ceci, et demain on nous va parler sur ces choses que nous avons nous-mêmes préparées. Voilà pourquoi les organisations syndicales, nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'on change cette loi. On ne peut pas créer une situation de monopole aux confessions religieuses pour désigner des gens, et on a montré tous les cycles qu'on leur a accordés ont été des chaos dans ce pays. Des chaos, je dis, chaque cycle organisé a conduit au sang. Chaque cycle à cause de l'injustice, à cause de la cupidité, à cause de l'immoralité qui accompagne toutes ces personnes qui ne sont pas constantes. L'Église, qui était la colonne de la vérité, est devenue aujourd'hui un refuge des gens qui ont des intérêts cachés et qui n'ont plus les soucis du peuple, du petit peuple, où des gens devaient faire des efforts parce qu'on doit aider, qu'on redresse le pays. Pour aider le président de la République. Moi, je ne connais pas le président Félix, je n'ai pas des acquaintances, mais je pense quand je le vois sur une bonne ligne, je dois soutenir parce qu'il s'agit du Congo. Si le récit, c'est pas lui qui récit, c'est le Congo. S'il y a des routes, ça sera les routes du Congo. Kabila est parti, s'il a fait des routes, Kabila n'est pas parti avec ses routes. S'il n'y a pas d'avion dans ce pays, nous on encourage le gouvernement à acheter des avions, à construire des routes, ça sera des routes du Congo. Mais il y a des gens qui sont dans les logiques, si ce n'est pas celui-là, rien de bon ne doit se faire. Si ce n'est pas, c'est bon. Mais il n'y aura pas un ange au Congo. Il n'y aura que des hommes qui vont passer au Congo. Et aucun homme ne sera parfait.
Aucun gouvernement ne sera parfait dans ce pays. Aucun, il n'y en aura pas. Il faut que nous puissions comprendre que non, les hommes, on apporte des soutiens aux hommes pour passer des étapes. Et quelqu'un passe, un autre arrive. On les soutient et on avance. C'est comme ça que tous les pays ont été construits. Mais au Congo, chaque personne qui passe, on construit des pièges pour lui. Dès qu'il vient, il doit s'embourber. Il ne doit pas réussir. Et nous disons non, c'est la faute toujours des autres. Même si c'est nous-mêmes qui avons préparé toutes ces fautes, à la fin on dit c'est lui qui est faute, moi je suis un saint. Tout le monde est saint, il y a toujours des responsables qu'on doit. Mais non, je crois que cette logique-là, nous avons grandi, on a atteint la maturité dans les pays, toutes les structures ont atteint la maturité, chacun doit jouer son rôle pour qu'on arrive. Merci, Monsieur Gikoukou. Cette émission est complètement finie. Merci d'être passé une fois de plus dans Horizon Développement. C'est à moi de vous remercier. Merci, madame. Même si vous restez sur votre soif. Merci. Nous allons vous accorder prochainement une autre opportunité de vous exprimer encore. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est complètement fini avec ce numéro qui a eu le plaisir de recevoir pour vous le président de la Confédération démocratique du travail. Et nous l'avions toujours dit, Horizon Développement, votre espace pour des idées qui vont permettre à la construction du pays. Horizon Développement, c'est pour vous, c'est pour nous. Nous devons construire la République démocratique du Congo afin que l'hymne national de la RDC soit une réalité, parce que pour beaucoup, c'est encore presque un slogan. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous faire parvenir vos suggestions. Merci également de nous écrire, de manifester l'intérêt des passés. C'est votre espace. Merci à Dio Manana qui nous permet donc d'arriver chez vous. Merci également à Congo Web Télévision. Merci au président Chabani Record et à toute l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.